Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri de BookWidgets et je vous présente ce webinaire Démarrer avec BookWidgets dans Google Classroom. Et comme toujours, on fait d'abord un petit résumé de ce que c'est BookWidgets. C'est un outil qui permet de créer des exercices numériques interactifs qui est intégré dans Google Classroom notamment. Et les quatre grands atouts, et vous les voyez ici. Tout d'abord, c'est un peu une boîte à outils ou un couteau suisse, parce que BookWidgets va vous permettre de créer beaucoup de types d'activités au lieu d'avoir juste un quiz ou une feuille de travail. Non, dans BookWidgets, vous aurez plus de 40 types d'activités avec des lignes de temps, des mots croisés, etc. Je vais vous montrer des exemples. BookWidgets est intégré dans plusieurs plateformes et dans ce webinaire, bien sûr, je vais vous parler de l'intégration dans Google Classroom. C'est je veux dire une jolie intégration qui permet de faire, beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que juste partager les exercices avec les élèves. Ça permet aussi de les suivre en direct, de faire un suivi de leurs résultats, de leur envoyer le feedback, d'avoir une synchronisation des notes, etc. Et justement, quand on parle de suivi, de feedback, là, ce sont les autres atouts de BookWidgets. Il y a tout d'abord la fonction live qui permet de suivre les élèves en direct au moment de l'activité et puis un tableau de bord où vous allez pouvoir, retrouver les réponses des élèves avec une correction automatique et des possibilités d'ajouter du feedback. Je vous montre tout ça, donc en gros les 4 atouts, ça c'est aussi un peu le programme de ce webinaire et je vais commencer par, quelques exemples d'activités créées avec, BookWidgets. Voilà. Donc ici, vous avez un premier exemple, c'est un quiz. Dans un quiz, les élèves vont utiliser les flèches en bas pour passer aux questions suivantes et dans un quiz, il y a 36 différents types de questions que vous pouvez utiliser, donc ça vous donne déjà énormément de possibilités. Il y a des QCM, il y a des questions avec des images, des questions ouvertes, des, questions avec des images à mettre dans le bon ordre, texte à trous, tableau, etc. Mon deuxième exemple, c'est une feuille de travail et dans une feuille de travail, on va retrouver les mêmes types de questions, mais elles sont présentées d'une autre manière. Comme vous le voyez, l'élève ne va plus utiliser les flèches, mais va retrouver ici les questions les unes sous les autres. Et cet exemple-ci, que je ne manquerai pas de partager avec vous, c'est un exemple qu'on a créé avec pour chaque type de question qui existe dans BookWidgets. Il y en a 36 au total. Pour chacun de ces types de questions, vous avez un exemple ici. Donc des textes à trous, mais aussi, par exemple ici, la question identification dans une phrase. On va demander aux élèves de repérer certaines choses, par exemple les adjectifs et de les indiquer dans une certaine couleur. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer le tout, mais je vous enverrai, des exemples ou cet exemple-ci, au moins. Vous avez du vrai faux et cetera. Il y a beaucoup de possibilités. C'est peut-être en détail, mais ce que vous voyez aussi, c'est que là, le nombre de points par question est indiqué aux élèves alors que ce n'était pas le cas dans le quiz. Mais en fait, c'est un paramètre que l'enseignant va choisir et donc pour chaque activité, on peut choisir est-ce qu'on veut l'afficher oui ou non et il y a un certain nombre de paramètres comme ça que vous pouvez configurer et qui vont vous permettre de vraiment adapter l'activité à vos besoins. Autre exemple ici, qu'on montre toujours, c'est la feuille de travail fractionnée pour un exercice de compréhension écrite. C'est hyper pratique parce qu'auparavant, il fallait soit imprimer le PDF, soit demander aux élèves de l'ouvrir, de le télécharger souvent et de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors ici, j'ai le document PDF avec le texte que les élèves doivent lire à droite et sur la même page, dans la même activité, dans le même widget, comme on dit, j'ai les questions à gauche et donc l'élève peut lire le texte et répondre aux questions en même temps. C'est hyper pratique et ce n'est pas limité aux documents PDF. On peut faire la même chose avec une vidéo, comme je l'ai fait ici. À la vidéo à gauche, les questions à droite avec même
à la fin une question audio. Donc pour des cours de langue, c'est très intéressant. On va demander aux élèves d'enregistrer leurs réponses à l'oral. En parlant d'audio, on peut aussi, comme je l'ai fait ici en tant que prof, enregistrer un extrait audio et les élèves vont l'écouter. Vous n'allez pas l'entendre, je crois, parce que je porte un casque. Donc là, j'entends ma propre voix parce que j'ai enregistré des instructions et les élèves doivent faire les annotations sur l'image, ici sur le thème de trouver le chemin, donc ils doivent l'indiquer sur la carte. Et si vous vous dites que les exemples que je vous montre, il y a beaucoup d'exemples pour des cours de langue, sachez que ceci fonctionne parfaitement pour un cours de sciences ou d'histoire, hein. On peut avoir une image d'arrière-plan d'une carte ou du corps humain ou d'une ligne de temps et on va demander aux élèves d'indiquer des choses, même en plusieurs couleurs ou même en ajoutant du texte sur l'image. Et pour un prof de maths, j'ai un exemple ici. Ça, c'est un autre type d'activité. C'est les graphiques interactifs qui existent aussi dans BookWidgets. Donc là, on peut jouer avec les valeurs et on voit tout de suite l'effet. Donc il y a un certain nombre d'activités spécifiques pour les cours de sciences et de maths. Même si dans les quiz et dans les feuilles de travail, vous avez aussi des types de questions spécifiques pour les cours de maths. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Je pense que c'est plutôt en bas où on va retrouver ici, voilà déjà ici pour les cours de chimie, une activité et là, j'ai des réponses numériques et un peu plus bas, j'ai, tout ce qui est équation où l'élève va pouvoir répondre avec des caractères, mathématiques. Donc il y a aussi tout ce qu'il vous faut pour les profs de maths. Je passe à mon dernier exemple, un de nos préférés et surtout le plus récent, c'est le quiz vidéo. Vous voyez une vidéo YouTube, de la chaîne Un jour, une question et vous voyez ici des icônes qui indiquent les endroits où j'ai inséré des questions. C'est-à-dire que l'élève va regarder la vidéo. Encore, j'ai le son dans mon casque, je pense que vous ne l'avez pas, mais c'est pas grave, la vidéo s'arrête automatiquement. L'élève plutôt va indiquer, une réponse, va continuer la vidéo et va regarder la suite de la vidéo et va pouvoir répondre tout à l'heure à la question suivante quand la vidéo de nouveau s'arrête. Et encore, c'est encore un détail, mais l'élève ici pourrait sauter des parties de la vidéo, mais encore une fois, c'est un paramètre. Le prof peut, paramétrer que l'élève doit regarder l'intégralité de la vidéo et qu'il ne pourra pas sauter des étapes dans la vidéo. Voilà pour les exemples, j'espère que ça vous donne une petite idée des possibilités, mais c'est loin d'être, représentatif de toutes les possibilités, parce que, comme je l'ai dit, il y a plus de 40 types d'activités. Alors ici, je suis dans Google Classroom, mais je vais revenir sur la page d'accueil plutôt pour vous montrer, dès le début. Donc dans Google Classroom, avec un compte prof, je vais sur un de mes cours et là, on va pouvoir ajouter une activité BookWidget sous travaux et devoirs. Vous voyez que j'en ai déjà créé une. Tout à l'heure, j'ai fait un petit test pour bien me préparer, mais je vais bien sûr créer une nouvelle activité avec vous, dans ce webinaire-ci et ça, je le fais en cliquant sur «Créer». Quand je clique sur «Créer», j'ai la liste que vous avez aussi, mais moi, j'ai ici en plus BookWidgets. Si vous ne l'avez pas, c'est normal parce qu'il faut d'abord installer une extension Chrome que, j'ai déjà installée moi, je l'ai ici et en installant cette, extension Chrome, vous avez cette option en plus. Donc c'est pas compliqué, c'est que le prof qui doit le faire, pas les élèves. Vous allez juste sur Google et vous cherchez, hein, vous voyez que je l'ai déjà fait, BookWidgets Chrome Extension, en anglais et vous allez retrouver ce lien pour l'installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je peux le supprimer, ce que je vais bien sûr pas faire, mais vous pouvez, l'installer. Je vais essayer de partager, voilà, le lien URL et on mettra aussi, dans le mail que vous allez recevoir
et on mettra aussi dans le descriptif de la vidéo YouTube pour ceux qui regardent en différé le lien vers l'extension Chrome. Voilà. Donc une fois que vous avez installé cette extension Chrome et que vous allez ensuite dans votre, Google Classroom dans un de vos cours, vous aurez la même chose. Quand vous cliquez sur Travaux et devoirs, Créer, vous aurez dans le menu Book Widgets et là, vous aurez donc accès à votre compte Book Widgets de manière intégrée dans Google Classroom. Donc, vous voyez que je ne dois pas aller sur le site de BookWidget. J'ai ici mon compte BookWidgets et je peux commencer à travailler dedans. Je pourrais sélectionner une activité que j'ai créée auparavant comme celle-ci, hein. Quand je clique sur choisir, ça veut dire partager avec les élèves. Mais aujourd'hui, je vais plutôt créer une nouvelle activité et une activité numérique dans BookWidgets. On l'appelle un widget. Donc, quand on parle d'un widget, c'est une activité ou un exercice numérique. Voilà, je crée un widget et là, j'ai la bibliothèque avec les 40 types d'activités, les 40 widgets. Vous avez le quiz, c'était mon exemple avec les grenouilles. Il y a la feuille de travail, c'était l'exemple où toutes les questions se trouvent les unes sous les autres. La feuille de travail fractionnée, c'est avec le PDF ou la vidéo et les questions à côté. Le quiz vidéo, c'était mon dernier exemple. Il y a aussi des cartes flèches pour étudier du vocabulaire, des lignes de temps, des puzzles, des mots croisés. Donc en orange, on a les activités ludiques avec aussi le jeu du pendu, les cartes mentales, c'est intéressant ici. Puis en rouge, on a tout ce qui est images interactives. L'image à zone réactive notamment est intéressante. On a fait un webinaire l'année passée sur l'image à zone réactive. Je vais vous montrer où vous pouvez la retrouver. Mais il y a aussi notamment l'image ou l'activité avant-après. Pour les cours de maths, vous avez certaines activités spécifiques ici, mais on va donc aussi retrouver dans les quiz et dans les feuilles de travail des activités pour les cours de maths ou des types de questions, et puis des activités un peu plus avancées comme un planificateur. Je vais créer aujourd'hui avec vous une feuille de travail. Avant de la créer, encore un petit mot sur les deux icônes que vous voyez. La petite coche indique que là, c'est un widget où les élèves pourront envoyer les réponses au prof. Le prof va pouvoir renvoyer avec son feedback, éventuellement les résultats ces réponses, il va pouvoir les retourner à l'élève. Et puis la petite caméra indique que la fonction live est disponible. Donc vous voyez que c'est le cas pour la plupart des widgets en vert, mais par exemple les cartes flash, ça permet à l'élève d'étudier du vocabulaire, donc il ne va pas pouvoir l'envoyer, mais le prof pourrait suivre en direct les élèves. Bon, je vais créer une feuille de travail ici. Et là, je tombe sur l'éditeur des widgets et le bon conseil qu'on vous donne toujours pour ne pas sauter d'étape dans cet éditeur, c'est de travailler d'en haut jusqu'en bas. Donc, on va commencer par le titre de l'activité et je vais choisir comme titre Union européenne. Voilà. Ensuite, je pourrais ajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas visible pour les élèves, c'est juste pour vous-même. Si vous avez par exemple 2 versions, vous pourriez ici écrire version A et tout à l'heure, je vais mettre version B, mais sinon, c'est pas obligatoire. Pareil pour à propos, ça permet d'ajouter des notes personnelles, c'est un peu le bloc-notes du prof, mais tout ce qu'on met ici n'est jamais visible pour les élèves. Donc, je ne l'utilise pas ici. Je passe aux questions et je vais ajouter une question. Et là, j'ai la liste entière des 36 différents types de questions avec des QCM. Il y a des questions ouvertes ici, un texte à trous, questions sous forme de grille, par exemple pour les questions vrai-faux, des mots à mettre dans le bon ordre ou des phrases à mettre dans le bon ordre, des exercices où les élèves doivent relier des informations. Et puis en bas, je retrouve tout ce qui est questions à réponse numérique et équations et des exercices pour les cours de chimie. Voilà. Je commence par une question plutôt simple à configurer, la question à choix multiples
Attention, il y en a deux. Il y a le QCM avec une seule bonne réponse et le deuxième de la liste, c'est quand il y a plusieurs bonnes réponses. Là, il me faut que la question avec une seule bonne réponse parce que ma question, c'est quelle est la capitale de la Belgique? Et je vais mettre comme réponse possible Paris, Berlin, Stockholm et Bruxelles. Et je coche la bonne réponse pour avoir une correction automatique. Là, je suis dans l'éditeur, mais si je veux voir à quoi ça ressemble pour les élèves, je clique sur Aperçu, le bouton ici en haut à droite, qui est très utile. Il va tout de suite me montrer à quoi ça va ressembler pour les élèves. Ça permet toujours de vérifier. Et ici, tout est en ordre. Donc, je reviens en arrière en cliquant sur la petite croix. Dans Google Classroom, il faut un peu faire attention parce qu'il y a deux croix. Si vous cliquez sur la première, vous fermez carrément Book Widgets. Ce n'est pas grave parce que tout ce qu'on fait est enregistré automatiquement et donc on peut facilement en revenir. Mais voilà, c'est mieux, une fois que vous le savez, de cliquer sur la deuxième petite croix. Donc, quelle est la capitale de la Belgique? Vous avez vu que tout apparaît correctement. Et puis, il y a quelques options, ordre aléatoire des réponses et disposition en plusieurs colonnes. Je prends l'aperçu et j'ai ici maintenant la même chose, mais en deux colonnes et les réponses sont mélangées dans un ordre aléatoire pour chaque élève dans un autre ordre. Donc, encore une fois, le bouton aperçu, je l'utilise vraiment beaucoup. Il permet de vérifier à quoi le widget ressemble si tout apparaît correctement. Puis, vous avez des options en dessous. Et donc, jusque-là, je pense qu'on était d'accord que c'était relativement facile à configurer. Et ici, vous me dites peut-être qu'il y a quand même beaucoup de choses à paramétrer. Donc là, je veux surtout vous rassurer. Tout ce que vous voyez ici en dessous, il ne faut pas le paramétrer à chaque fois. Ce sont des choses qui, dans certains cas, peuvent être utiles et pertinents, pas toujours. L'explication, par exemple, je ne vais pas compléter ici. Et elle est facultative, comme vous voyez. C'est une explication que les élèves auront après l'envoi des réponses. L'indice, je ne vais pas compléter non plus, mais on pourrait dire, hein, ça commence par un B, mais c'est peut-être un peu trop facile alors. On pourrait passer en texte enrichi et ajouter une photo de l'atomium. C'est peut-être un peu moins facile que de dire que ça commence par un B, par exemple. L'audio, ça par contre, c'est intéressant parce qu'on peut l'enregistrer directement ici. On pourrait choisir un fichier qui se trouve sur son ordinateur ou sur son Google Drive, mais il y a encore plus facile si vous n'avez pas encore d'extrait audio et vous voulez enregistrer la consigne. Vous le faites ici, enregistrement audio, et je vais lire la consigne. Je dois juste autoriser la toute première fois. Quelle est la capitale de la Belgique? Je vais pouvoir vérifier, vous ne l'entendrez sans doute pas, moi je l'ai dans mes casques. Dans mon casque, c'était bon, donc j'accepte et je prends l'aperçu et je vois l'extrait audio sous la consigne. Donc, l'élève pourra écouter. C'est bien sûr intéressant si vous avez, par exemple, des élèves dyslexiques. On peut ajouter une image et on peut changer le nombre de points attribués à la question. Donc ici, ça vaut 1 point. Voilà. Je vais ajouter une deuxième question. Et là, on va travailler avec une question où les élèves doivent relier les informations. Donc, la question, c'est question de correspondance mot-image. Maintenant, la liste est un peu longue. Donc, si dans le filtre en haut, vous mettez relier ou combiner, vous allez aussi trouver ces questions. C'est une petite astuce. Et donc, je prends par exemple question de correspondance mot-image. Voilà. Et on va écrire comme consigne relier les villes et les photos. Voilà. Et je vais ajouter des paires. Donc, je mets par exemple Bruxelles. Et puis, pour l'image, vous voyez qu'il y a 3 possibilités. On peut choisir une image qui se trouve sur son ordinateur, importer une image à partir de Google Drive, ou la troisième, trouver l'image en ligne. Et je vais prendre cette troisième. Vous allez voir que c'est très facile parce que
je cherche ici dans cette banque d'images et je peux sélectionner, choisir une photo. Elle apparaît tout de suite. En 2 clics, j'ai ajouté une photo. Il ne faut même pas aller sur, Google Images, télécharger une photo, l'enregistrer sur votre ordinateur. Non, entre-temps, j'ai déjà ajouté la deuxième photo, la photo de Berlin. Je vais ajouter une photo de, Paris aussi. Voilà, je vais trouver une image de Paris, par exemple, le Louvre ou la Tour Eiffel et en plus, ces images ici sont libres de droit d'auteur parce que c'est une banque d'images Pixabay. Vous voyez en bas, hein, Pixabay, c'est une banque d'images dont toutes les images peuvent être utilisées, comme ça, vous n'aurez pas de souci. J'ai 3 villes, avec les photos correspondantes. Je vais ajouter une quatrième photo, donc trouver une image en ligne comme tout à l'heure. Je vais chercher Londres. C'est le piège parce que Londres ne fait pas partie de l'Union européenne, alors que mon quiz porte sur l'Union européenne. Et c'est un piège parce que je ne vais pas mettre de texte. Donc vous allez voir que j'aurai 3 villes et 4 photos. Je prends l'aperçu, encore une fois, et j'ai ma deuxième question. J'ai les 4 photos et les 3 villes et les photos sont mélangées automatiquement pour que les élèves puissent les relier. Les photos, si elles sont un peu petites, sachez que les élèves peuvent cliquer dessus pour les voir en plus grand. C'est parfois une bonne idée de le préciser dans la consigne. Voilà, je reviens sur l'éditeur. Je ne vais plus trop parler des options en bas, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Sauf ici, la dernière, je vais quand même préciser que le 1 ici, ça veut dire 1 point par paire. Donc, un total sur 3 points dans ce cas-ci. Il va automatiquement multiplier par le nombre de paires à compléter ou à relier. J'ajoute une question suivante et on va créer l'image à annoter. Et ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée dans le chat. Je vais écrire nommer les villes qui sont indiquées hein, sur la carte, etc. Je vais juste mettre nommer les villes ici pour cet exemple. Et on va trouver une image d'arrière-plan. Donc, je vais chercher, comme tout à l'heure, trouver l'image en ligne. Et là, je vais chercher carte Europe. Et là, par contre, je ne trouve pas de photos ou d'images pertinentes. Sachez que cette banque d'images, Pixabay, c'est une banque d'images internationale. Donc, souvent, vous avez plus de résultats ou en tout cas des résultats plus pertinents en cherchant en anglais. Petite astuce, donc là, par exemple, en mettant Map Europe, j'ai ici cette carte qui me plaît bien. Voilà, j'ai ma carte, je peux aller vérifier via l'aperçu. Voilà, elle est là. Elle est un peu grande, je peux encore changer, hein. Je peux ici aller dans les options et modifier l'image pour la rendre plus petite, par exemple, mais je ne vais pas trop y toucher aujourd'hui parce que je vais tout de suite ajouter ce qu'on appelle les champs de saisie. Ce sont les champs à compléter par les élèves. Voilà, je vais en ajouter un premier. On a ici plus ou moins un par là, on va retrouver Madrid. Donc, je mets ça et puis je mets comme réponse correcte Madrid. C'est facultatif, mais c'est toujours mieux de le mettre pour avoir la correction automatique. J'en ajoute un deuxième sur la même carte. Donc, je vois le premier qui est là, mais ici, le deuxième, bon, on va prendre Paris, hein, donc je déplace, voilà. Et puis, un troisième, on va prendre Stockholm, comme ça. Et juste un dernier pour, voilà, pour terminer, je vais mettre Berlin. OK. Alors, ah, j'en ai oublié un, j'ai oublié de mettre, ici, c'était Paris, j'ai oublié de mettre la bonne réponse, je le vois bien ici dans cet aperçu. Bon, donc la question qui a été posée dans le chat, si l'élève, va écrire Paris sans la majuscule, est-ce que ce sera accepté ou pas comme étant une bonne réponse?
En fait, c'est à vous de choisir. C'est un paramètre que vous pouvez configurer. Par défaut, il va, comme vous le voyez ici, ignorer les majuscules, donc ce serait accepté. Paris sans la majuscule serait accepté. C'est à vous de choisir, hein, si vous voulez être plus sévère et vous dites non, non, les élèves, ils doivent apprendre à mettre les majuscules pour les villes, par exemple. Donc, j'enlève. Et donc là, il va être plus sévère. Il va falloir écrire la majuscule, sinon l'élève n'aura pas le point pour cette réponse-là. Par contre, ignorer les espaces supplémentaires, c'est mieux de le laisser, je crois. Si un élève va écrire Berlin espace, ça sera accepté. Alors que si, ou même un espace devant le mot serait accepté aussi. Alors que si vous l'enlevez, peut-être il va écrire un espace par erreur et ce sera un peu dommage de perdre des points comme ça. Voilà, donc c'est ici, mais c'est dans d'autres questions aussi, hein, dans le texte à trous, dans chaque question où l'élève doit écrire quelque chose en principe, vous pouvez choisir la politique de correction, disons, pour, les majuscules et même pour les accents et les signes de ponctuation. Vous pouvez le paramétrer ici. Encore une fois, les options en dessous sont les mêmes que tout à l'heure. Les points, c'est un point par mot à compléter sur, l'image. Voilà, j'ai 3 questions. Je vois l'aperçu ici, je vois le nombre total de points pour mon exercice. Je vais juste ajouter une question ouverte pour vous montrer comment une telle question ouverte peut être corrigée. Donc je vais écrire: «Quel est, ton pays européen préféré? Pourquoi? Quelle en est la capitale?» Voilà. Donc là, on va avoir une correction, manuelle à faire. On pourrait travailler avec des mots-clés, mais dans la plupart des cas, comme ici, si c'est une réponse un peu personnelle, on va devoir, corriger manuellement. Ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que, vous voyez régulièrement des petites icônes d'information à côté des éléments à paramétrer. Donc là, vous avez plus d'informations sur le paramétrage, hein. Donc ici, oui, c'est pas très compliqué, mais hein, parfois ça peut être utile, notamment, j'aurais plus le temps de le montrer, dans ce webinaire-ci, mais le texte à trous, la question avec espace vide à remplir, c'est un peu particulier pour, indiquer comment, ou quels mots, doivent être, enlevés du texte, et quels mots doivent être complétés par les élèves, mais vous avez l'icône de l'information qui vous explique comment le paramétrer. Une question pour les vidéos YouTube. Les élèves mineurs qui accèdent via leur compte Classroom ont-ils bien accès à toutes les vidéos? Je ne suis pas sûr à 100. Ça, c'est une question que je vais vous demander d'envoyer à support@bookwidgets.com. Comme ça, on va vérifier. Je ne suis pas sûr à 100 pour le quiz vidéo. Voilà, j'ai mes questions. Je vais peut-être changer juste, ça me permet de voir ici, hein, que la dernière question est sur un point alors qu'en fait ce sont 3 questions en une. Donc je vais plutôt la mettre sur 3 points. Donc c'est bien d'avoir cet aperçu, ça permet de découvrir ce genre d'incohérence par exemple. J'ai mes questions, je vais passer à la partie suivante et comme je l'avais annoncé, on va respecter l'ordre des onglets dans le menu à gauche pour ne pas sauter d'étape. Donc l'étape suivante, c'est rapport et là, il y a un onglet où il ne faut pas paramétrer grand-chose. Il faut juste, activer l'envoi des réponses. En fait, c'est déjà activé par défaut, mais il faut toujours vérifier, sinon vous n'allez pas recevoir les réponses des élèves et je pense que dans la plupart des cas, vous voulez recevoir leurs réponses. Et puis n'autoriser qu'un seul envoi par élève, c'est parfois utile, parfois c'est intéressant aussi d'avoir une deuxième tentative parce que dans le tableau de bord avec les résultats, si un élève fait 2 tentatives, vous allez voir les 2 avec l'heure et la date et donc vous allez pouvoir voir la progression. Sinon, rien d'autre à paramétrer ici. Je passe à l'onglet général et là, vous avez la liste des options générales qui, encore une fois, est assez longue, mais
Je veux vous rassurer encore une fois, tout ce que vous voyez ici, vous ne devez pas le paramétrer à chaque fois. Je veux surtout vous rassurer. Il y a des choses qui sont intéressantes dans certains cas, qui peuvent être pertinents, mais pas toujours. Pour vous donner un bête exemple, si vous êtes prof de langue, vous n'allez pas très souvent utiliser la calculatrice. Pour les profs de maths et de sciences, oui, la calculatrice peut être intéressante. On peut l'activer ici. Ce qui est bon à savoir, c'est, toutes les options que je vais d'ailleurs pas vous présenter aujourd'hui parce qu'il y en a trop et il y a trop peu de temps. Mais toutes les options là, vous pouvez facilement les tester. Je viens d'activer la calculatrice, je prends l'aperçu et je vois tout de suite la calculatrice qui apparaît en haut à droite. Je peux cliquer dessus, je peux l'utiliser, la déplacer, la masquer et les élèves pourront faire, exactement la même chose. Donc pour toutes ces options-là, n'hésitez pas à tester, à vérifier ce que ça donne en cliquant sur aperçu et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Par contre, il y a une option que je vais vous présenter parce qu'elle est très importante. En fait, il y en a 2, mais elles se trouvent sous la même partie, option de correction et de notation, les 2 options que vous voyez ici. Afficher aux élèves si leurs réponses sont correctes ou fausses après l'envoi des réponses. Donc ça veut dire tout de suite au moment où l'élève clique sur envoyer. Si vous cochez la première option, il va voir, ses erreurs et ses bonnes réponses. Donc, s'il a répondu à la première question: «Paris est la capitale de la Belgique», il va voir que c'est faux. Si vous cochez aussi la deuxième option: «Afficher les réponses attendues aux élèves», il va voir non seulement que Paris était la fausse réponse, mais que la réponse attendue était Bruxelles. Donc à vous de voir, par défaut, les 2 sont cochés, mais parfois vous ne voulez pas, directement afficher les réponses attendues et vous faites ceci. Donc il voit ses erreurs, mais on ne va pas donner de cadeau. Il va peut-être faire une deuxième tentative ou vous allez en parler en classe. Ou vous allez même désactiver les 2 parce que c'est un devoir et vous voulez éviter que, au fur, d'essayer un peu avec différents élèves, ils connaissent les bonnes réponses, ils se les partagent sur WhatsApp. Donc à vous de voir, là, je coche les 2. Voilà. Donc très important pour chaque widget, vérifier ces 2 là. Sinon, on peut afficher les points associés à chaque question, je peux le montrer ici. Voilà et comme je disais, n'hésitez pas à tester les autres options et à vérifier avec l'aperçu. Vous pouvez changer la langue du widget, si vous êtes prof d'anglais, vous mettez, par exemple, le widget en anglais pour avoir une immersion totale. Toutes les options, tous les boutons, seront en anglais. Par exemple, même le bouton «Envoyer», ça sera «Submit» en anglais. Sinon, normalement, vous ne devez pas trop y toucher et la conception, je ne vais pas trop en parler parce que l'image que vous pouvez mettre ici, elle ne sera pas affichée dans Classroom. Vous pouvez changer un peu la mise en page du widget via l'aperçu. Là, vous avez un bouton, conception ici, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Là aussi, je vous invite à tester. Donc on a terminé notre, feuille de travail. On a bien ajouté le titre, les questions et les, paramètres. Donc on va le partager avec les élèves en cliquant tout simplement sur le bouton «Partager» en haut à droite. Ensuite, je sélectionne le cours dans lequel je veux le partager. Moi, je suis prof de 2 cours, donc j'en sélectionne un, le cours géographie. Voilà et puis je peux choisir une date limite. On va mettre vendredi à 16 heures. Je peux ajouter des instructions, mais c'est facultatif et puis je peux envoyer à Google Classroom pour le publier tout de suite pour tous les élèves ou je pourrais enregistrer comme brouillon en cliquant sur la petite flèche pour le publier par après et surtout pour avoir la possibilité de, publier cette activité pour une sélection d'élèves. Si je l'enregistre d'abord comme brouillon, je vais ensuite pouvoir retrouver ce brouillon et sélectionner les élèves avec lesquels je veux le partager si ce n'est pas pour toute la classe. Là, par contre, je vais directement envoyer à Google Classroom à toute la classe. Voilà, c'est fait. Je reste dans Book Widget. Je pourrais continuer à créer des widgets, mais je ne vais pas le faire. Je ferme cette fenêtre pop-up et je retrouve mon activité ici en haut avec la date limite 25 août à 16 heures. Et quand je clique dessus, j'ai le lien, j'ai les instructions
et c'est attribué à 2 élèves. Il n'y a que 2 élèves dans ma classe qui ont désormais accès, parce que je leur ai attribué cette activité. Je passe à mon compte élève et cet élève, déjà sur la page d'accueil, voit que dans cette équipe-là, il y a un nouveau devoir avec la date limite vendredi à 16 heures, et en cliquant dessus, l'élève aurait directement accès à cette activité. Mais, parfois, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Elle peut aussi passer par le flux, donc la page d'accueil, où là aussi, elle va retrouver le lien vers l'activité, ou bien, troisième possibilité, elle peut aller, dans le cours sur Classroom et puis dans travaux et devoirs, et là, elle va aussi trouver dans la liste l'activité avec la date limite, et elle va pouvoir faire l'activité. Elle va pouvoir cliquer dessus directement et l'activité va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Donc là, elle peut faire l'activité et très important, la progression de l'élève sera partagée avec le professeur. C'est la fonction live dont je vous ai parlé et que je vais essayer de vous montrer en mettant la vue de l'élève à gauche, voilà, et la vue de l'enseignant à droite. Et mon enseignant, il peut cliquer sur l'icône de l'extension Chrome de Book Widgets, et là, il y a le menu Live Widgets. Dans le menu, il y a l'option Live Widgets. Voilà, je confirme mon identité en tant qu'enseignant et j'ai donc à droite la vue de l'enseignant avec les Live Widgets, et vous voyez l'activité sur l'Union européenne avec, une dernière activité il y a 1 minute. En cliquant dessus, je vais retrouver la liste de mes élèves. Maintenant, il y a qu'une seule élève active, mais sinon vous avez ici la liste de tous vos élèves. Donc, Élise va commencer à répondre aux questions et là, elle se trompe, ça se voit tout de suite. Vous voyez que c'est du live, hein. Si elle change d'avis, elle va sélectionner la réponse Bruxelles, et tout de suite, ça passe au vert et là, elle a 1/1. Pareil pour la deuxième activité où je vais faire, quelques erreurs et quelques bonnes réponses. Donc Berlin, c'est ça. Paris, c'est ça, et puis pour Bruxelles, elle hésite, avec le piège. Donc on voit ici 2/3 en orange parce que c'est en partie correct, mais pas en entier. 2/3, donc c'est en orange. Elle va commencer à compléter un peu, les réponses de la question 3 et vous allez le voir, hein, donc elle va écrire Madrid sans la majuscule, je ne sais plus ce qu'on avait paramétré. On avait paramétré qu'il faut la majuscule, donc c'est considéré comme faux. S'il va l'écrire avec la majuscule, elle va avoir le point, donc là, elle a 1/4. Donc je vais écrire Paris sans la majuscule. Je vais, carrément me tromper pour, Berlin, je vais écrire Bruxelles, voilà, et pour le troisième, je vais écrire Stockholm, mais avec une faute de frappe. On va voir ce que ça donne. Beh, ici, c'est considéré comme faux, mais on va voir ce qu'on peut faire avec, par après. Et puis, ce que je veux encore vous montrer, c'est que là, j'ai bien l'aperçu de tous les élèves, mais j'invite, aussi vous montrer sur le site de BookWidgets, juste pour vous donner l'idée, hein, à quoi ça ressemble si vous avez, toute une classe qui est en train de faire une activité que vous suivez en direct. Beh, si vous avez un aperçu qui vous donne énormément d'informations parce que je vois tout de suite que cet élève-là va bientôt terminer l'activité, donc il faut l'occuper, hein, il faut trouver une autre activité pour elle, sinon elle va commencer à s'ennuyer. Alors que d'autres élèves, sont plus lents, sont encore sur la première question, et encore, d'autres élèves avancent mais font beaucoup d'erreurs. Et si vous avez des élèves qui n'avancent pas trop bien ou des élèves, avec beaucoup d'erreurs, vous pouvez aussi cliquer sur le nom de l'élève. Donc ici, je clique sur Élise et je vois les réponses qu'elle a déjà données, mais je vais voir aussi, et je vais faire un zoom pour vous le montrer, en direct, ce qu'elle est en train de répondre. Donc je vais à gauche prendre le rôle de l'élève et à droite, vous allez pouvoir suivre en tant qu'enseignant. Elle va écrire: «Mon pays, préféré», et je fais, des erreurs, hein,
Je vais écrire comme ça, c'est la France sans la majuscule parce que et vous voyez, en direct, l'enseignant peut suivre ce que l'élève est en train de d'écrire. Parce que j'adore, heu, les et le fromage français, la capitale et je vais juste devoir descendre un peu, ici. La capitale, c'est Berlin, par exemple, pour continuer à faire des erreurs. Voilà. L'élève, a terminé, il peut encore relire ses réponses et puis cliquer sur «Envoyer». Voilà. Parfois, les élèves oublient de cliquer sur «Envoyer», ça arrive. Dans ce cas-là, dans cette fonction live, il y a la possibilité de soumettre une copie du travail de l'élève en cliquant sur la roue dentée. C'est toujours bon à savoir, mais cet élève ne l'oublie pas. Il clique sur «Envoyer» et il confirme l'envoi. Voilà. Il se passe 2 choses. Du côté de l'enseignant, on voit la petite enveloppe qui indique qu'elle a envoyé. Je vais zoomer parce qu'elle est vraiment petite, mais là, vous la voyez, hein, elle a envoyé sa réponse. Donc ça permet toujours de vérifier si les élèves ont oublié ou pas. Et puis, du côté élève, je vais agrandir un peu cet écran. Beh, on voit, par exemple, que la première réponse est bonne, que ici, elle a relié Bruxelles avec la photo du pont à Londres, donc c'est rouge parce que c'est faux et les pointillés indiquent la réponse attendue. Souvenez-vous, on avait coché les 2. On va montrer ce qui est bon et ce qui est faux dans la réponse de l'élève. On a aussi les réponses attendues tout de suite après l'envoi des réponses. Si vous ne voulez pas tout ceci, vous pouvez bien sûr le désactiver. Voilà, ça c'est le côté élève, mais je ne vais pas encore entièrement fermer le compte élève parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, elle a remis là, le widget et le devoir, dans Google Classroom. Alors côté prof, le prof, il va maintenant voir qu'un élève a remis son travail et l'autre l'a pas encore fait. En cliquant sur le 1, on va retrouver cet aperçu et on voit ici 4 sur 11. Ce sont les points calculés automatiquement, mais on va voir que ça va changer tout à l'heure. En cliquant, sur, l'aperçu à droite, l'enseignant va retrouver le travail de l'élève et va pouvoir corriger et ajouter du feedback. Par exemple, ici, je vais écrire «très bien» sous la première question parce qu'elle a donné la bonne réponse. C'est une question corrigée automatiquement. La deuxième est corrigée automatiquement aussi. Je ne vais pas ajouter de commentaires, 2 sur 3, c'est assez logique. Et ici, par contre, il y a des choses, qu'on va peut-être vouloir modifier un peu. Bruxelles, là, elle s'est trompée, hein, Berlin, donc là, on n'y touche pas. Mais les 2 autres, Paris, elle a oublié la majuscule. On avait pourtant indiqué qu'il faut, une majuscule et on l'a bien dit en classe, mais malheureusement, elle a oublié. Mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur et je veux dire: «OK, c'est la rentrée, les élèves sont encore un peu, en mode vacances, donc je vais l'autoriser quand même». Donc je vais considérer comme une bonne réponse. Voilà, donc même si c'est pas la réponse attendue, je peux, accepter et vous voyez que le 1 sur 4 devient un 2 sur 4 à droite. Pour Stockholm, je pourrais faire la même chose. Je pourrais aussi dire, «Attention à l'orthographe», donc je sélectionne le mot et je vais écrire «orthographe», voilà, comme remarque et je pourrais aussi changer, les points. Je pourrais, manuellement changer et même travailler avec de demi-points, donc 2,5 sur 4. Voilà et puis la dernière question, donc là, je vais corriger une question ouverte. Encore une fois avec les remarques. Donc on peut sélectionner un mot qu'on peut ensuite, éventuellement barrer ou souligner et puis ajouter une remarque comme tout à l'heure. On peut aussi, sélectionner des parties de phrases, comme ici, voilà, attention,
c'est pas vrai, et cetera. Je vais pas compléter, vous avez compris le principe. Et là, je vais ajouter une note manuelle. Je donne, par exemple, 1 point sur 3. Et donc là, au total, l'élève aura 6,5 sur 11. Si je retourne à Google Classroom, ça se synchronise automatiquement, hein. Vous voyez, vous avez vu encore, tout juste le 4, mais juste après, c'est devenu 6,5 sur 11, donc ça, c'est hyper pratique. Ça se met à jour automatiquement. On peut corriger, de cette manière-là. Si vous avez plusieurs élèves, vous cliquez ensuite sur une flèche ici pour passer à l'élève suivant et ensuite retourner le travail. Je vais y revenir, mais il y a une autre façon de corriger aussi. Je vais juste vous montrer un autre exemple parce que là, j'ai, qu'un seul élève qui a fait ce travail, mais je vais vous montrer ici un travail qui a été fait par plusieurs élèves. 9 élèves ont fait cette activité et je voulais vous montrer cet exemple-ci parce que déjà, c'est très puissant ici de voir dans l'aperçu les résultats moyens parce qu'on ne regarde pas les 2 dernières qui sont des questions à corriger manuellement, mais sinon les 4 premières questions, là, je vois tout de suite que la 4e est plus difficile pour, mes élèves que les, 3 premières, hein, en tout cas le résultat moyen est beaucoup plus bas. Et ensuite, je peux donc, comme tout à l'heure, corriger élève par élève, comme je disais, avec la flèche, on peut passer à l'élève suivant ou à l'élève précédent. Mais on peut aussi corriger, question par question et ça, c'est très intéressant. Je peux cliquer sur la première question et je trouve ça très intéressant parce que, bah, j'ai toutes les réponses à la première question les unes sous les autres, donc les réponses des différents élèves. Ça me permet de voir si les élèves font, les mêmes erreurs ou pas et justement, ça me permet aussi de gagner du temps parce que je peux activer le filtre qui va masquer les bonnes réponses. Donc là, tout ce qui est correct, que je dois en principe plus regarder, c'est masqué et puis je vais regrouper les réponses identiques et il va me mettre ensemble les réponses, de 2 élèves qui ont fait la même erreur et quel en est l'intérêt? L'intérêt, c'est que quand j'écris un commentaire, je le fais une seule fois pour les 2 élèves, je l'ai fait ici et cette remarque-là sera envoyée aux 2 élèves en question. Donc c'est, hyper pratique. Voilà, je remonte ou je reviens à mon exemple à moi ici avec Élise. Quand elle a terminé ou quand moi j'ai terminé plutôt la correction, je vais renvoyer le travail en cliquant sur la flèche ici. Voilà, et je confirme avec le bouton retour. Ou bien si vous avez plusieurs élèves, vous allez dans la liste, sélectionnez vos élèves, vous faites ici sélectionner tous les résultats et vous sélectionnez restituer les résultats, comme ça vous ne devez pas le faire élève par élève. Et vous voyez la petite flèche qui indique ce travail a été restitué. Mais attention, c'est le travail BookWidgets qui a été restitué. Donc l'élève va recevoir ceci. Ce qui n'est pas encore restitué, c'est l'activité ou plutôt le devoir Google Classroom, c'est en fait une deuxième étape. Ce sont 2 étapes différentes parce qu'en fait, l'activité BookWidgets fait partie du devoir Classroom. Il pourrait y avoir d'autres, éléments, dans le devoir. Donc si vous voulez aussi renvoyer le devoir Classroom, vous sélectionnez les élèves et vous faites «Rendre». Vous pouvez encore ajouter un commentaire privé. Voilà, je fais «Rendre». Et là, mon élève va voir, quand je retourne au compte élève, que c'est noté ce travail et quand elle clique sur afficher les instructions, elle va voir déjà ici le résultat et ça, je ne l'aurais pas eu si j'avais pas fait cette deuxième étape. Donc si vous voulez juste envoyer le commentaire, le relevé de feedback BookWidget sans leur montrer les points dans Classroom, c'est possible, mais dans la plupart des cas, on va vouloir leur envoyer les 2, je crois. Donc mon élève voit ses notes, mais pas que, hein. Elle va à droite, juste en dessous de votre devoir, pouvoir cliquer dessus et là, elle va voir le feedback que vous avez ajouté un peu partout. J'ai oublié de vous montrer, mais on peut aussi ajouter un feedback global en haut.
Je ne l'ai pas fait ici, mais sinon on l'aurait, là en haut. Et sinon le feedback sous les questions, les points, qui ont été modifiés et les remarques qui ont été ajoutées. Comme ça, à droite, l'élève voit le tout ici et voilà, pourrait, éventuellement faire une deuxième tentative si vous avez donné l'autorisation de le faire et donc le tout est dans Google Classroom. Et je retourne à mon compte élève à mon compte prof plutôt, mais je pense que je vous ai montré le tout, hein. Donc les notes sont synchronisées avec, le carnet de notes. On va retrouver dans l'agenda aussi, les dates limites des activités et voilà, j'ai le tout dans Google Classroom. Peut-on facilement, imprimer le devoir d'un élève? Oui, c'est tout à fait possible. Donc dans l'aperçu, où vous corrigez, est-ce que je l'ai encore ouvert ici? Donc là, en effet, hein, on peut télécharger en PDF, le travail de cet élève ou bien on sélectionne les élèves ici et on va pouvoir télécharger tous les travaux de tous les élèves et il va même vous demander: «Est-ce que vous voulez un PDF par élève ou joindre tous les PDF dans un fichier?» Et très bonne question, Jean-Nicolas, je voulais y revenir, justement. Il est tout à fait possible de collaborer avec vos collègues et pour la collaboration, on a dans BookWidget des groupes. Pour retrouver les groupes, je reprends le même chemin que tout à l'heure. Je vais créer une activité BookWidgets et je vais me connecter, et ensuite j'ai à gauche mes groupes et là, il y a moyen de chercher des groupes et je sais qu'il y a un groupe, langue moderne Belgique. Voilà, je peux demander parfois vous voyez accès refusé, mais essayez quand même de demander à rejoindre le groupe en haut à droite et je pense qu'avec celui-ci, oui, c'est réglé, on a tout de suite accès. Il y en a un autre, qui s'appelle, mathématiques, partage de ressources et ça va être pareil. Ah là, j'ai même pas le message accès refusé. Dans d'autres groupes, vous allez avoir ce message parce que certains groupes sont fermés, sont juste pour, des collègues qui veulent collaborer entre eux, c'est possible aussi. Mais ici, j'ai des groupes, publics et donc que ce soit dans un groupe public ou dans un groupe privé, vous pouvez y créer des dossiers et dans les dossiers, vous pouvez, mettre des widgets et chacun qui a accès en fonction de son rôle peut au moins le regarder, le dupliquer et éventuellement même le modifier. Et donc, ici, je vais regarder par exemple dans le dossier anglais et je vais pouvoir, regarder par exemple dans les courts métrages. Là, il y en a un, que je vais regarder. Il a l'air intéressant et je pourrais, s'il me plaît, directement cliquer sur «Choisir» pour le partager, tel quel avec les élèves, mais très souvent, vous allez vouloir en faire une copie. Donc vous fermez et vous cliquez sur la petite flèche, vous cliquez sur «Dupliquer» dans le menu à droite et ensuite vous allez dupliquer dans votre compte. Donc on ne va pas le dupliquer ici, sinon il y en aurait 2 au même endroit. On va revenir en arrière, on va remonter dans la hiérarchie des dossiers et on va le mettre par exemple dans mes widgets, au niveau principal et je vais le retrouver ici. Ce qui me permet de modifier le widget, c'est-à-dire ajouter des questions, supprimer des questions, changer de la mise en page, changer les polices. Oui, c'est possible, je montrerai tout à l'heure. Changer les paramètres et ensuite le partager avec les élèves. Donc je vois que les questions arrivent, 2-3 choses que je vais préciser avant, donc le partage des widgets, je l'ai dit, dans les groupes. J'ai d'ailleurs fait un post dans notre groupe Facebook, aujourd'hui, parce que je veux, développer un peu cet, esprit de partage et de communauté. Donc j'ai fait un petit appel, pour, trouver d'autres groupes ou pour en créer si, il n'y en a pas encore pour certains cours. Donc, je partage dans le chat encore le lien de notre groupe Facebook qui s'appelle «Enseigner avec BookWidget». N'hésitez pas à le rejoindre pour rester au courant des actualités, des nouveautés, des événements qu'on organise, entre autres. Donc ça pour le groupe Facebook.
Sinon, vous avez encore ici des exemples. Si vous voyez un type de widget que vous ne connaissez pas et vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez afficher l'exemple et regarder. Vous avez surtout les tutoriels ici qui vont s'ouvrir dans un nouvel onglet. Ah, ça, c'est un peu embêtant. Je vais plutôt l'ouvrir, sur, le site web. Si là, vous ouvrez les tutoriels, il y a moyen de les avoir en français et il y a j'ai fait une erreur, mais je vais sur support, voilà et puis je mets le site en français et je vais retrouver les tutoriels et sous intégration LMS, on retrouve celui-ci qui est un peu le résumé de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Donc je le partage dans le chat, mais je le partagerai, aussi dans le mail que vous allez encore recevoir ou je mettrai, dans le descriptif, de la vidéo YouTube pour ceux qui vont regarder par après en différé. Et puis je l'ai déjà dit, plusieurs fois, hein, l'adresse pour nous contacter, c'est support@bookwidgets.com.